Et pour mieux comprendre les enjeux de cette réforme, à mes côtés, Florent Vénère, professeur en sciences économiques à l'Université de la Polynésie française et Yaorana. Bonsoir. Alors on vient de le voir, le gouvernement souhaite aujourd'hui remplacer des prix à la consommation par un indice ouvrier pour revaloriser le SMIG. Qu'est-ce que cela changerait sur la fiche de paye des smicards? Alors, sur la fiche de paye, pas grand-chose. L'idée, c'est que au lieu de se baser sur la consommation moyenne des Polynésiens en général, on va se baser sur la consommation moyenne des 20% des Polynésiens les moins aisés. Donc évidemment, on n'a pas tout à fait les mêmes niveaux de consommation, mais par contre, les deux indices suivent la même tendance, comme ça a été dit d'ailleurs dans le reportage par l'ISPF. Donc si on regarde sur une période de 22 ans, on a eu 31% d'augmentation de l'indice général, et en fait, on a eu 33% de l'augmentation de l'indice ouvrier. Donc la réalité, elle est très très faible, quoi. C'est-à-dire que ça représente en net à peu près 11 francs d'augmentation par mois pour les SMICARds concernés. C'est-à-dire que, en gros, si on avait indexé depuis 22 ans sur l'indice ouvrier plutôt que de le faire sur l'indice général, on aurait pu se payer 2 sous bleus de plus par an, quoi. Alors, mais est-ce que cela garantit vraiment un gain de pouvoir d'achat? Non, non, non. En fait, l'idée de ces indices, c'est justement d'éviter la perte de pouvoir d'achat. Mhm. C'est-à-dire que normalement, on indexe le SMIC sur un indice précis, ce qui fait que quand l'indice évolue, on fait évoluer le SMIC aussi, et il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat pour les individus. Alors, si on regarde effectivement les ouvriers, le fait d'indexer sur l'indice ouvrier peut paraître logique, puisqu'on va correspondre le plus possible aux consommations des ouvriers. Donc on assure qu'il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat. Mais l'inconvénient de ça, c'est que si par exemple on a une revalorisation du prix de biens qui ne sont pas consommés par les ouvriers, le transport international, les biens de luxe, etc., voilà, l'hôtellerie, bon, tout ça, à l'heure actuelle, le SMIC peut augmenter quand même, tiré par l'augmentation de ces prix de biens de luxe. Demain, ça ne sera pas le cas. Donc ce que, en général, on reproche à une indexation uniquement sur l'indice ouvrier et pas sur l'indice général, c'est qu'on va figer en fait les consommateurs les moins aisés dans leur comportement de consommation actuel, sans leur laisser la possibilité d'avoir éventuellement une augmentation de pouvoir d'achat tirée par les consommations des consommateurs les plus aisés. Alors on est sur un sujet quand même un peu technique. Oui. Il faut un peu de temps à tout le monde pour bien comprendre ces mécanismes. Oui, oui, c'est pas facile, c'est évident. Alors, disons que pour faire simple, il n'y a pas énormément de solutions différentes, quoi. C'est-à-dire que soit en passant à l'indice ouvrier, on observe effectivement une augmentation des revenus des consommateurs, donc, enfin des smicards, quoi. Et donc à ce moment-là, tant mieux pour eux, leur pouvoir d'achat va augmenter, mais en même temps, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que si le pouvoir d'achat augmente, c'est parce que le coût des entreprises va augmenter aussi, le coût du travail. Donc on va avoir après, dans un deuxième temps, une répercussion de ce coût du travail sur les prix de vente, et finalement, on a des prix qui vont rattraper l'augmentation de pouvoir d'achat. Donc c'est un reproche qu'on fait assez généralement à un mécanisme indexé sur l'indice ouvrier, c'est il porte en lui en fait une part inflationniste, quoi. Si au contraire on n'observe pas d'augmentation de pouvoir d'achat en passant à l'indice ouvrier, de fait ça n'aura servi à rien pour augmenter le pouvoir d'achat Oui. des consommateurs en question, quoi. Donc c'est pour ça que le bilan en fait est assez, disons, on peut pas en attendre grand chose, quoi, pour être tout à fait clair, voilà. Et il n'est pas sûr que sur le long terme ça serve les ouvriers. Par exemple, la dernière augmentation du SMIC, elle a eu lieu en mai 2024 et elle a augmenté de 2,38% parce qu'on était sur l'indice des prix général. Si on prend la même période sur l'indice des prix ouvriers, le SMIC aurait augmenté de 2,01%. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas en attendre grand-chose. En fait, ce qu'on sait, c'est que dans les périodes de crise, on va avoir une tension sur les prix des biens essentiels qui va être très forte. Donc là, on est en train de considérer que finalement, ça serait la norme, et donc on utilise l'indice ouvrier. Mais en réalité, ça se produit très rarement. Sur les 40 dernières années, on a eu des tensions pendant le Covid et des tensions à un moment, voilà, là, très récemment, il y a un petit peu pendant la crise de 2008. C'est tout, en fait. Le reste du temps, on a une évolution totalement normale des prix, et donc il vaut mieux pour les gens qui sont au SMIC être indexé sur l'indice général, quoi. Donc en général, la bonne solution pour les économistes, c'est garder une indexation sur l'indice général, et en cas de tension très particulière mondiale sur des biens de première nécessité, comme là, voilà, comme ce qu'on a observé ces derniers temps, à ce moment-là, on fait un complément pour les personnes concernées.
Alors on peut le mettre dans la loi, il existe déjà, hein, le gouvernement peut réindexer le SMIC en dehors des évolutions des indices, hein, c'est une possibilité que le gouvernement a. On peut essayer de le formaliser si on veut. Le mieux, c'est encore de faire des aides spécifiques en fait aux personnes touchées. Comme ça, on évite les augmentations de salaire et on évite l'effet inflationniste dont je vous parlais, c'est-à-dire l'augmentation du coût du travail. Donc on fait juste un petit fléchage d'aides complémentaires vers les personnes les plus nécessiteuses. Ça, c'est en général ce que préconisent les économistes. Alors, vous travaillez vous-même depuis des années sur l'ouverture des marchés, sur l'assouplissement des quotas d'importation ou la réforme TDL. Ce sont des leviers dans la lutte contre la vie chère? Oui, bien sûr, ce sont les leviers les plus importants d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce mécanisme de calcul de la revalorisation du SMIC ne touche pas du tout aux questions structurelles, hein, de fonctionnement de l'économie. Par contre, effectivement, la question de la fiscalité est importante sur les prix. Là, typiquement, on a vu une augmentation de la fiscalité sur le sucre. Or, on sait que ce sont les personnes les moins aisées qui consomment le plus de sucre. Donc, quand on augmente en fait la fiscalité sur le sucre, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais je dis que lorsqu'on l'augmente, mécaniquement, on va frapper plus les budgets des foyers les plus modestes et moins les budgets des foyers les plus aisés. De la même manière, on sait qu'on fume plus dans les gens les plus modestes que dans les gens les plus aisés. Or, le tabac est aussi quelque chose de très taxé. On a aussi un effet sur l'alcool, mais qui est moins marqué que celui du tabac. Donc, on a des consommations comme ça qui sont spécifiques, et pourtant, on les taxe énormément parce qu'on considère que, sur le plan sanitaire, c'est intéressant de le faire. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu un problème de cohérence globale, je dirais, sur le fait d'utiliser ça. Mais travailler effectivement, comme vous le disiez, sur la fiscalité, travailler sur les barrières tarifaires, non tarifaires aux importations, etc. Oui, ça, là, effectivement, il y a une marge de manœuvre importante pour la vie chère. Merci Florent Wener pour ces Merci explications, vos éclairages. Merci.